Voici la traduction complète de l'histoire en français, en conservant fidèlement tous les éléments russes nom, lieu, monnaie, culture, ainsi que le ton, la structure et la longueur du texte d'origine. Ma sœur hurlait à propos d'un crédit automobile. Ma mère hochait la tête. Mon père préparait mon sac. Je me tenais là et je pensais, c'est l'erreur la plus coûteuse qu'ils feront jamais. Laissez-moi commencer par ce qui s'est passé 4 heures plus tôt. La salle de réunion au 11e étage du siège du Ural-Invest, à Ekaterinbourg avait des baies vitrées orientées à l'ouest. Et à 16h47 un mardi d'octobre, le ciel faisait exactement ce que le ciel de l'Oural fait toujours en automne, il devenait gris, puis pourpre, et de nouveau gris. Comme s'il n'arrivait pas à se décider. Mon responsable, Igna, était assis en face de moi avec un dossier des ressources humaines et l'expression prudente d'un homme qui a déjà prononcé ce discours à maintes reprises et qui l'a détesté à chaque fois. Je savais déjà ce qu'il y avait dans le dossier. Je le savais depuis 6 semaines, de la même manière que l'on sait qu'une tempête approche parce que la pression atmosphérique chute et que les oiseaux se taisent. Depuis le printemps, Ural-Invest perdait contrat sur contrat. La restructuration était inévitable. Mon poste analyste financière senior, 8 ans d'ancienneté, de promotion ne l'était pas. Igna a prononcé le mot « supprimé ». Il a ajouté le mot « poste » juste avant pour atténuer le choc. Il a mentionné les indemnités de départ, 2 mois de salaire, assurance maladie complète, DMS, jusqu'à la fin de l'année. Pendant tout ce temps, ses mains sont restées à plat sur la table, paume vers le bas le langage corporel d'un homme qui s'efforce de ne pas paraître menaçant. Je l'ai remercié. C'était la chose professionnelle à faire, et j'étais une professionnelle. Le silence est une position, et la gratitude en est une meilleure encore. Ce que je n'ai pas dit à Igna, parce que ça ne le regardait pas. J'avais rendez-vous jeudi avec mon avocat, Herman Strijov, au sujet d'une offre de rachat pour la société dont j'étais cofondatrice depuis 4 ans. Ce que je n'ai pas mentionné, la lettre d'intention dans ma boîte mail, que j'avais lue 3 fois cette semaine-là. Ce que je n'ai pas dit à voix haute, j'avais déjà commencé à penser à Ural-Invest au passé. Je suis rentré chez moi par la route de Novomoskovski, le dossier posé sur le siège passager. Les documents relatifs à l'acquisition se trouvaient sur le comptoir de ma cuisine. Les chiffres, si la journée de jeudi se déroulait comme prévu, étaient considérables. Ma famille n'en savait absolument rien. Inessa Vorontsova prépare du poulet rôti le mardi. Elle fait ça depuis 20 ans, ou presque. Une volaille ordinaire du supermarché, Kirovski sur la perspective Ouspensky, avec des petits pois en conserve et des petits pains surgelés réchauffés au four. J'ai grandi en mangeant ça, et même maintenant, en me garant dans l'allée de la maison où j'étais revenu vivre 8 mois plus tôt un arrangement temporaire, juste le temps que je trouve un bon appartement, comme nous en avions tous convenu, cette odeur m'a frappé à travers la porte du garage. Automatique. Moléculaire. La sensation d'arriver dans un endroit censé être sûr. À côté de la Honda Accord de ma mère dans l'allée se trouvait la Mazda CX-5 de Zlata, elles étaient toutes les deux à la maison. En entrant, j'ai remarqué 3 choses, dans cet ordre, la table de la cuisine était déjà mise, la télévision était éteinte, inhabituelle, et les mains de mon père étaient croisées devant lui, de la manière dont il les croise lorsqu'il a pris une décision et attend le moment de l'annoncer. Je me suis assise. J'ai dit, j'ai des nouvelles du travail. L'entreprise se restructure. Mon poste a été supprimé. Je n'ai pas terminé ma phrase. Le visage de Zlata a changé pas pour exprimer de l'inquiétude, pas ce doux réarrangement des traits qui dirait « Est-ce que tu vas bien ? As-tu peur ? De quoi as-tu besoin ?» Il a changé pour autre chose, quelque chose de plus rapide et de plus réflexe que la compassion. Elle a dit « Et qui va payer mon crédit auto maintenant ?» Le silence est tombé sur la table. Ma mère a posé sa fourchette. Elle ne l'a pas laissée tomber, elle l'a posée délibérément, sur le bord de son assiette. Elle a regardé Zlata, puis elle m'a regardé, et j'ai vu qu'elle prenait une décision. Les mains de mon père sont restées croisées. Je suis doué pour analyser l'atmosphère d'une pièce. C'est la compétence que l'on développe quand on grandit en tant que la fille qui résout les problèmes. Celle qui tient les comptes. Celle qu'on appelle quand les chiffres ne correspondent pas. J'ai analysé cette pièce le temps de pousser un soupir. 3 choses sont devenues claires, dans cet ordre. Le crédit auto de Zlata, 60 000 roubles par mois. Une Mazda CX-5, qu'elle avait obtenue sans garant uniquement parce que j'avais confirmé ses revenus au concessionnaire, et qui n'avait jamais réellement eu sa place dans le budget de Zlata. Mes parents comptaient sur ma présence dans cette maison de la même manière qu'un bâtiment s'appuie sur un mur porteur. Et au moment où ce mur a semblé se fissurer, ils n'ont pas demandé si le mur allait bien. Ma mère a dit, ce n'est que temporaire, ma chérie, jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. Elle l'a dit doucement. C'était typique de ma mère, elle était toujours douce quand elle avait déjà pris sa décision. Cette douceur n'était pas du réconfort. C'était la fermeture d'une porte, capitonnée pour que l'on n'entende pas le clic de la serrure. Mon père a décroisé les mains. Il s'est reculé de la table. Il a dit, de cette voix qu'il réservait aux décisions qui n'étaient pas sujettes à discussion, ta sœur a plus besoin de cette maison que toi en ce moment. Tu es pleine de ressources, Aglaya. Tu trouves toujours une solution.
Il est monté à l'étage. Je suis resté assise à table avec ma mère et ma sœur. Zlata picorait son petit pain. Elle ne me regardait pas. Ma mère s'est resservie de l'eau. J'ai entendu le bruit de la fermeture éclair de mon sac de sport au 2e étage. Le bruit des tiroirs qu'on ouvre. Au cours des 2 années précédant mon retour, mon père était entré dans ma chambre exactement 3 fois, une fois pour réparer le lustre, 2 fois pour aider avec les meubles et maintenant il y était, en train de faire mes bagages un mardi soir parce que son autre fille avait davantage besoin de la maison. Au fil des mois qui ont suivi, j'ai souvent repassé ce bruit dans ma tête, la fermeture éclair, les tiroirs, le fait qu'il savait où se trouvait chaque chose, ce qui signifie qu'il avait cherché. Il est descendu avec le sac et l'a posé sur le porche, sans croiser mon regard. C'est à ça que je reviens sans cesse. Pas aux mots, les mots étaient terribles, mais on peut répondre aux mots. C'étaient les yeux. Leur absence délibérée. La lumière du porche était allumée. La rue était calme, comme Verkhnaya Pikmal est dit à 8 heures en octobre. Quelques voitures. Un chien quelque part. Le ciel couleur de vieux béton. J'ai ramassé le sac. J'ai pensé à jeudi. Au bureau d'Herman dans le centre d'affaires de la rue Gorky. Au 14e étage. À la vue sur la ville dans laquelle j'avais bâti ma carrière. J'ai pensé à la lettre d'intention. Et aux chiffres qui y figuraient. Et au dossier toujours posé sur mon siège passager. Ma famille venait de me tendre mon sac en me disant de me débrouiller. J'avais passé 6 mois à construire une issue de secours. Je ne savais simplement pas que ce serait eux qui ouvriraient la porte. Demid Gordeyev vit dans le même appartement de la rue Raditchev depuis 6 ans. Et la première chose qu'il fait quand vous débarquez en état de crise, c'est mettre la bouilloire à chauffer. Il ne demande pas si vous voulez du thé. Il ne propose pas. Il remplit d'eau et allume. Et le temps que vous vous asseyez et enleviez votre manteau, il y a un mug devant vous. Un assam corsé. 2 minutes d'infusion. Un peu de lait. Il a appris à le faire ainsi d'un collègue britannique il y a des années et n'a jamais changé ses habitudes. J'étais assise sur son canapé, le sac à mes pieds, et je lui ai raconté ce qui s'était passé. J'ai tout relaté de façon séquentielle. La salle de réunion. Igna. Le dossier. Le trajet du retour par la route. La table. La première question de Zlata, qui ne me concernait absolument pas. Demid était assis en face, dans le fauteuil qu'il possède depuis son master, celui dont l'accoudoir a été recollé 2 fois, et il a tout écouté sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, il est resté silencieux un instant. Il a regardé son propre mug. Puis il a dit, « Aglaya, tu as été leur issue de secours pendant 15 ans. À la seconde où la porte t'a été nécessaire, ils ont changé la serrure. J'ai fixé le thé. » Je n'ai pas répondu. Non pas parce que sa phrase était inexacte, elle visait juste, mais parce que l'entendre à voix haute s'est avéré plus lourd que lorsque cela vivait dans ma propre tête, où je portais cette pensée depuis des années sans lui donner de nom. J'ai dit que je réglerais la question de l'appartement cette semaine. Demid a dit, « D'accord. » Nous sommes restés assis là un moment, pendant que la pluie commençait à frapper contre ses fenêtres. Et je me suis souvenu de l'année 2005. J'avais 15 ans l'été où l'entreprise de matériaux de construction de mon père a coulé. Je connais le terme technique de ce qui s'est passé: surendettement, sous-capitalisation, coincé du mauvais côté d'un ralentissement de l'octroi des permis de construire commerciaux parce que je me suis renseigné par la suite, la compréhension du mécanisme étant la seule chose qui m'ait aidé à cesser d'en avoir peur. Ce que je retiens de cet été, là, la façon dont les voix de mes parents changeaient quand ils pensaient que je dormais, les appels qui retentissaient avant 8 heures du matin, mon père assis à la table de la cuisine à minuit avec des papiers étalés autour de lui, sans y toucher. L'immobilité particulière d'un homme qui n'a plus d'idées et qui attend qu'une nouvelle se présente. Août. Je suis descendu à 6 heures du matin pour prendre de l'eau et je l'ai entendu dire à ma mère qu'il risquait de perdre la maison. Il ne savait pas que j'avais entendu. Je suis remonté, je me suis assise au bord de mon lit et j'ai fait ce que je faisais toujours quand j'avais besoin de réfléchir, j'ai compté. L'argent sur mon compte d'épargne, accumulé en 18 mois de travail comme emballeuse au Kirovski, 21 200 roubles. L'échéance approximative du prêt immobilier d'après l'enveloppe que j'avais vue sur le comptoir, je ne savais pas exactement, mais c'était plus que ça. Beaucoup plus. J'ai mis 20 000 roubles dans une enveloppe. J'ai écrit pour le prêt à l'extérieur et je l'ai laissé sur son oreiller avant qu'il ne soit levé. Il les a pris. Je le sais parce que l'enveloppe avait disparu le soir, et le lendemain matin, il était silencieux d'une manière différente, non pas l'immobilité d'un homme à court d'idées, mais l'immobilité d'un homme ayant reçu de l'aide d'un endroit qu'il n'allait pas mentionner. Il a aussi pris l'argent le mois suivant. Et le mois d'après, 11 mois, 20 000 roubles à chaque fois, jusqu'à ce que la dette de l'entreprise soit restructurée et que la crise aiguë soit passée. Il n'a jamais demandé d'où cela venait. Je n'ai jamais rien dit. Cette année-là, j'ai appris une chose, le silence n'était pas de la gratitude. Le silence était une commodité. Sarl, V Analytica. Il y a 4 ans, quand j'avais 30 ans, mon collègue Procor avait créé un outil de modélisation financière pour les banques régionales, un logiciel qui prédisait le risque de défaut de paiement avec plus de précision que tout ce que les banques de taille moyenne pouvaient.
S'offrir auprès des gros fournisseurs. Un excellent produit. Le problème, c'est que Procore était ingénieur, pas homme d'affaires, il n'avait aucun capital et aucune idée d'où en trouver. J'avais des économies. J'avais la compétence spécifique pour comprendre exactement ce qu'il avait créé et ce que cela valait. J'ai pris 60% des parts en échange des deux. Pourquoi 60 et pas 50 ? Parce que je voulais le contrôle. J'avais passé suffisamment de temps dans ma vie professionnelle à m'effacer face à des pièces remplies de gens qui étaient plus pleins d'assurance qu'ils n'avaient raison. 60% signifiait que les décisions m'appartenaient. J'ai enregistré V-Analytica à mon nom parce que c'était mon capital et mon risque. J'ai gardé le secret à la maison pour la même raison que j'avais gardé le secret sur les 20 000 roubles en 2005. Au moment où ma famille savait que j'avais des ressources, ces ressources devenaient les leurs pour être allouées. Ce n'était pas une évaluation cynique, c'était une observation empirique étalée sur 15 ans. Il y a 3 ans, lors de la première année pleinement rentable de l'entreprise, je me suis versé des dividendes d'un montant de 30 millions de roubles. J'ai acheté une maison sur le lac Tourgoyac, un terrain au bord de l'eau, avec 2 chambres sur une colline, bardée de cèdres, le genre d'endroit qui sent les aiguilles de pin, la fraîcheur et le vieux bois de la cheminée. Je l'ai mise à mon seul nom. Ma mère y a séjourné 2 fois. Les 2 fois, elle a mentionné que la maison de campagne de son ami était, tout simplement ravissante. Aglaya, tu devrais vraiment te trouver quelque chose comme ça un jour. J'ai répondu que j'y réfléchirais. 6 semaines avant la nuit où mon père a fait mon sac, une entreprise de technologie financière de Kazan, d'ailleurs un concurrent d'Issier, Uralan Invest, avait envoyé une lettre d'intention pour acquérir V-Analytica. L'offre, 300 millions de roubles pour l'ensemble de l'entreprise. J'ai engagé Herman Strijov la même semaine. Herman est le genre d'avocat qui lit tout 2 fois et pose les questions auxquelles vous espériez ne pas avoir à répondre, et c'est exactement pour cela que je lui confie ma vie financière depuis 3 ans. Il a étudié les conditions de la transaction, calculé les chiffres, identifié 2 problèmes structurels que nous avons mis une semaine à corriger, et m'a dit que nous nous dirigions vers une clôture nette d'ici 45 à 60 jours. J'avais intégré une clause dans la structure de l'accord. Herman l'a appelé une « option de rachat familial ». En pratique, cela signifiait que si je l'activais avant la clôture, 6 millions de roubles du produit de l'acquisition seraient redirigés vers un compte séquestre, payable en 2 versements, 15 millions à la banque de mes parents, ce qui rembourserait intégralement le solde restant de la maison à Verkhnaya Pichma, 1 million de roubles à Zlata, ce qui solderait son crédit automobile avec 4 mois d'avance. Je n'avais rien dit à ma famille parce que je voulais le leur annoncer au dîner. Je l'avais imaginé de nombreuses fois, la table, la nourriture, la façon dont ma mère poserait sa fourchette, l'expression sur le visage de mon père. Le rendez-vous de jeudi avec Herman avait pour but de finaliser les documents et de préparer la signature. En m'éloignant de cette maison avec mon sac de sport sur le siège arrière, alors que la pluie tombait à verse sur la route et que les lumières de la ville s'étalaient sur mon pare-brise, j'avais 2 certitudes. Premièrement, il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire. Deuxièmement, j'étais la seule personne dans cette allée à le savoir. Le canapé de Demid possède une qualité particulière que je n'ai jamais réussi à nommer, quelque chose entre ferme et indulgent, comme le deviennent les canapés qui ont absorbé assez de nuits blanches pour développer une mémoire. J'y étais allongé à 23 h ce mardi, sous un plaid qu'il avait laissé plier sur l'accoudoir, et je regardais le ventilateur tourner lentement dans l'obscurité, tout en faisant le catalogue de ce que j'avais, mon sac de sport, ma voiture, mon ordinateur portable, que j'avais eu la présence d'esprit de récupérer dans ma chambre avant que mon père ne descende, mon téléphone, le numéro d'Herman, la lettre d'intention dans ma boîte mail. Ce que je n'avais pas. Un endroit où vivre après cette semaine. Un salaire à partir de lundi. Une réponse claire à la question que Demid avait posée doucement, prudemment, comme il demandait toujours si j'allais bien. Je lui avais répondu que j'allais bien. Il avait éteint la lumière du couloir et était allé se coucher. Je suis resté allongé ainsi une vingtaine de minutes. La pluie avait cessé. Quelqu'un dans la rue en bas promenait un chien, le cliquetis des griffes sur l'asphalte, puis cela a disparu aussi, et l'appartement s'est empli de ce silence si particulier d'une ville qui ne s'est pas encore totalement endormie. Je me suis levé, j'ai mis mes chaussures et je suis descendu au parking souterrain. Je suis resté assise dans ma voiture pendant 8 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé l'heure en entrant, et de nouveau en sortant. J'ai posé mes mains à plat sur le volant, paume vers le bas, et j'ai respiré. C'est tout ce que j'ai fait. Le parking sentait les gaz d'échappement, le béton humide et la légère douceur industrielle du déboucheur de canalisation que la société de gestion utilisait le mardi. Je n'ai pas pleuré. Je veux être clair là, dessus. Non pas parce que pleurer aurait été mal, mais parce que ça ne s'est pas produit. Ce qui s'est produit, c'est que quelque chose dans ma poitrine s'est serré comme un poing, s'ouvrant et se fermant, et j'ai respiré à travers cela jusqu'à ce que ça s'arrête. 8 minutes. Ensuite, j'ai pris mon téléphone et j'ai écrit à Herman, le rendez-vous de jeudi est maintenu. Sa réponse est arrivée en moins de 2 minutes. Bien sûr. Vous allez bien? J'ai tapé, je le serai. Envoyé. J'ai posé le téléphone face contre le siège passager et je suis resté assise là 1 minute de plus, à ne rien regarder en particulier.
Je n'ai pas répondu à sa question. Le silence est une position, et je le saurais, était une meilleure position. Mercredi. À 8h15, j'étais dans un café de la rue Radistchev avec mon ordinateur ouvert et un grand café filtre dont je ne sentais pas le goût. J'ai réservé un studio meublé dans le centre, à 2 pâtés de maison du café. Il s'est avéré que la location était au mois. Éménagement vendredi, caution de 90 000 roubles, loyer de 75 000 roubles par mois. Les photos montraient des sols propres et une fenêtre donnant sur une cour. C'était suffisant. Ensuite, j'ai ouvert le site de ma banque et passé 45 minutes à retirer mon nom de tout ce que j'avais configuré pour l'adresse de Verkhnaya Pichma. Le paiement automatique d'Internet de la famille, que j'avais mis à mon nom il y a 3 ans quand, Dom. Rue avait posé des problèmes à mes parents. J'avais tout réparé et je ne l'avais jamais remis à leur nom. Le virement régulier à la banque pour le prêt immobilier de mes parents, 40 000 roubles par mois, 4 années de suite j'y reviendrai. J'ai laissé ce point de côté pour le moment, j'avais besoin d'y réfléchir. Les notifications pour les factures d'électricité qui arrivaient sur mon adresse email, le compte familial sur, osons 4 choses en tout. Ça m'a pris 45 minutes parce que je voulais être minutieuse, et parce que la minutie est ma façon de faire les choses. J'ai écrit aux ressources humaines de Ural Invest pour confirmer les délais de versement de mon indemnité de licenciement. À 9h47, un message de mon père, appelle ta mère. Je l'ai lu. J'ai reposé le téléphone. J'ai commandé un deuxième café, j'ai ouvert l'accord d'acquisition et je l'ai relu. En entier. Chaque clause. Même celles que j'avais déjà lues jusqu'à les connaître par cœur. Je trouve parfois de la clarté à lire quelque chose que je connais. La précision de la chose. La façon dont chaque terme signifie exactement ce qu'il dit. Je n'ai pas appelé ma mère. Son silence après avoir préparé mon sac avait été une position. La mienne l'était tout autant. Le mercredi soir, Démide a préparé des pâtes. Les pâtes en boîte, avec de la sauce en bocal, ce dont il n'a absolument pas honte, et que j'ai toujours trouvé discrètement admirable. Il a servi 2 verres de vin et nous avons mangé à sa table de cuisine. Il a attendu que nous ayons presque terminé avant de demander « Qu'est-ce que tu vas faire pour jeudi ?» J'ai posé ma fourchette. Je lui ai parlé de la clause familiale tout. Le fait que je n'en avais parlé à personne d'autre qu'Herman. La redirection des 6 millions. Ce que cela aurait couvert. Ce que j'avais imaginé en détail quant à la façon de le leur annoncer à un dîner semblable à celui-ci. Démide s'est figé, comme il se fige lorsqu'il assimile quelque chose d'inattendu. Il n'est pas du genre à feindre des réactions. Il a tenu son verre de vin et l'a regardé. Donc tu allais leur offrir une porte de sortie, a-il dit. Et ils t'ont tendu un sac avant que tu n'aies pu le faire. Oui. Il a posé son verre. Et maintenant ? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai compté jusqu'à 3, je fais ça quand je prends une décision, un rapide compte à rebours interne qui ralentit la part de moi qui veut agir avant d'avoir fini de penser. J'ai un rendez-vous demain, ai-je dit. Il m'a regardé un instant. Puis il a hoché la tête. Il a repris sa fourchette et a fini ses pâtes. Et il n'a pas insisté. Et c'est exactement pour cette qualité que je confiais ma vie professionnelle à Démide Gordeïev depuis 9 ans, il connaît la différence entre une porte entrouverte et une porte fermée. Nous avons fait la vaisselle ensemble. Il m'a prêté une serviette propre et un chargeur de téléphone, en me disant que le canapé était à moi aussi longtemps que nécessaire. J'ai dit que je déménagerais dans un nouvel appartement vendredi. Il a dit, bien, jeudi. À 7h40, j'étais sur le pont Makarovski avec mon mug isotherme et le dossier d'acquisition sur le siège passager, en route vers le bureau d'Herman. En contrebas, le fleuve Issette était gris et plat. La ville faisait ce qu'Ekaterinbourg fait les matins d'octobre, tout était humide, tout était étouffé. Le ciel, couleur de vieux plâtre. Les kiosques à café étaient déjà ouverts. Je me suis garé dans le parking de la rue Gorky. Je suis resté assise dans la voiture. 30 secondes, pas 8 minutes. J'avais dépassé le stade des 8 minutes. Mon téléphone affichait un nouveau message vocal, Inessa. Je l'ai regardé. Je ne l'ai pas écouté. J'ai mis le téléphone dans la poche de mon manteau, je suis sorti de la voiture et j'ai marché jusqu'à l'ascenseur. L'ascenseur a mis 11 secondes. J'ai compté. Le bureau d'Herman Strijov se trouve au 14e étage d'un prestigieux centre d'affaires au plafond, baie vitrée couvrant tout le mur nord. Par temps clair, on peut apercevoir les sommets des montagnes de l'Oural depuis son bureau. Ce jeudi n'était pas un jour clair. Le ciel était du même gris plat que pendant toute la semaine, et la ville en bas semblait petite et assourdie. C'est l'aspect d'Ekaterinbourg quand les nuages descendent très bas. Il avait préparé du café. Il a toujours du café prêt. Je me suis parfois demandé s'il faisait couler une cafetière fraîche avant chaque rendez-vous ou s'il était simplement dans un état perpétuel de venir juste de préparer du café. Et je n'ai jamais posé la question parce que c'est le genre de choses qui serait moins intéressante avec une réponse. Je me suis assise en face de lui. Il a ouvert le dossier. L'accord d'acquisition comportait 4 volets principaux, et Herman m'a guidé à travers chacun d'eux avec la patience méthodique qui est son don professionnel particulier. Pas lent, jamais condescendant. Juste exhaustif, de la manière qui vous fait sentir que le sol est solide sous chaque pas avant de faire le suivant.
La lettre d'intention signée. Les déclarations et garanties impeccables. L'échéancier de cession de la propriété intellectuelle, qui nous avait pris presque une semaine à finaliser, désormais correct. Le délai de clôture, 45 jours à compter d'aujourd'hui, en supposant qu'il n'y ait aucun changement matériel. Tout était en ordre. Il a tendu la main vers le deuxième dossier, plus fin que le premier. Il a fait glisser un seul document sur la table et a posé son stylo à côté. L'option de rachat familial. 3 pages. J'avais rédigé moi-même la première ébauche du concept dans un café un dimanche d'août, avant même d'avoir engagé Herman. Il avait nettoyé le jargon, ajouté le mécanisme de compte séquestre, et m'avait demandé une fois si j'étais sûr de la structure. J'avais répondu, oui. Il a pointé la ligne de signature sur la page 3. C'est l'option de rachat familial, a-t-il dit. Si vous signez ici, elle s'active. Les 6 millions sont redirigés vers le compte séquestre, payable aux bénéficiaires que vous avez spécifiés, Vsevolod et Inessa Vorontsov pour le solde du prêt immobilier, Zlata Vorontsova pour le crédit automobile. Il a levé les yeux. On signe celui-ci aussi? J'ai pris le document. J'ai lu la première page. Je l'avais déjà lu 4 fois à ce stade, mais je l'ai lu à nouveau. Le langage était précis, de cette précision juridique qu'on obtient lorsque quelqu'un a travaillé pour le rendre limpide plutôt que pour l'obscurcir. Chaque terme signifiait exactement ce qui y était écrit. J'ai tourné à la page 2. J'ai compté les paragraphes. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai repensé à la voix de mon père à la table de la cuisine, ta sœur a plus besoin de cette maison que toi en ce moment. La voix de la décision. La voix qu'il utilisait quand il avait déjà pris sa décision et qu'il informait simplement la pièce. J'ai pensé à Zlata en haut de l'escalier, observant, sans descendre la qualité spécifique de choisir de rester là où l'on est, lorsque rester là où l'on est constitue une décision. J'ai pensé aux mains de ma mère sur sa tasse de café, à plat, délibérer les mains d'une femme qui gère la température de la situation. Et au bruit d'une fermeture éclair dans une pièce où je n'avais pas été invité. Et à 11 mois de dépôt de 20 000 roubles qui avaient été reçus en silence parce que le silence était plus pratique que la reconnaissance. J'ai reposé le document. Herman a attendu. Il sait bien attendre. C'est, selon mon expérience, la compétence professionnelle la plus rare. La capacité à tenir un silence sans le combler, sans remuer sur sa chaise. J'ai regardé la ville grise par la fenêtre pendant un long moment. Pas trop long. Vous êtes sûr? Ce n'était pas une question. Il savait que ce n'était pas une question. Je savais que ce n'était pas une question. C'était l'ultime courtoisie, l'équivalent professionnel d'une main sur une porte avant qu'elle ne se ferme. Je suis sûr. Il a fait glisser le document vers lui. A fait une note dans la marge. L'a posé dans une pile séparée et est passé à la page suivante du dossier principal sans cérémonie. La façon dont on passe à la suite d'une décision une fois qu'elle est prise. Nous avons passé encore 40 minutes sur les papiers restants. J'ai signé 7 documents. Herman m'a guidé à travers chacun d'eux. Le café était bon. Quand nous nous sommes serrés la main à la porte, il a dit que nous serions en contact d'ici la fin de la semaine. Et j'ai dit merci. Et j'ai descendu 14 étages par l'ascenseur, puis je suis sorti dans l'air gris d'octobre. Je suis resté sur le trottoir un instant. Un camion de livraison tournait au ralenti à l'angle de la rue. 2 femmes avec des poussettes sont passées devant moi. Un cycliste a traversé le passage piéton au rouge et n'a pas regardé en arrière. Je m'étais attendu à ressentir quelque chose que je ne saurais nommer une certaine version de la perte, ou du soulagement, ou le poids particulier qui accompagne une décision irréversible. Ce que j'ai ressenti, à la place, c'était de la légèreté. Pas du bonheur. Pas un sentiment de vengeance. Juste de la légèreté. Comme on se sent quand on s'est arc-bouté pour maintenir une porte fermée contre quelque chose de lourd et qu'on finit par reculer et lâcher prise. J'avais passé 6 mois à construire cette clause. J'avais imaginé le visage de mes parents quand je le leur annoncerais. J'avais imaginé ma mère posant sa fourchette, mon père devenant silencieux, et Zlata, pour une fois, n'ayant rien à dire. J'avais porté ce dîner imaginaire avec moi comme un point sur une liste de choses à faire. Quelque chose à accomplir. Une dette que j'avais décidé de payer à leur place avant même qu'ils ne sachent qu'ils l'avaient. La liste de choses à faire était plus courte maintenant. J'ai marché jusqu'à ma voiture. Il me restait 45 jours jusqu'à la clôture. J'ai ouvert mon téléphone et, pour la première fois en 3 ans, j'ai commencé à chercher des appartements à Kazan. Le message vocal de ma mère est arrivé le 3e jour. J'étais en train de défaire mon sac de sport dans le studio meublé sol propre, fenêtre donnant sur la cour, une cuisine de la taille d'un placard, ce qui m'allait très bien puisque je n'ai jamais été quelqu'un qui utilise une cuisine pour quoi que ce soit de plus élaboré que du café et des plats réchauffés. J'avais récupéré les clés vendredi matin, emménagé l'après-midi même, et j'avais passé le week-end à acheter les articles spécifiques qui rendent un espace temporaire vivable, un bon oreiller, une cafetière à piston, 2 jeux de serviettes qui ne grattaient pas. Mon téléphone a affiché « Inessa Vorontsova ». J'ai lancé l'enregistrement tout en pliant un pull. Sa voix était prudente, comme elle le devenait lorsqu'elle gérait la température d'une situation à distance. « Salut ma chérie, c'est maman. Je voulais juste.
J'espère que tu vas bien. On n'a pas de tes nouvelles. Ta sœur va beaucoup mieux. Je pense que le stress pesait vraiment sur elle. Bref, rappelle-moi quand tu pourras. J'ai fini de plier le pull. J'ai posé le téléphone sur le comptoir. Elle avait appelé pour obtenir un rapport sur son investissement. J'étais toujours la ligne numéro 1 dans le budget de son foyer, elle avait juste besoin de confirmer que je fonctionnais toujours. La dernière phrase était le révélateur, ta sœur va beaucoup mieux. Pas, tu nous manques. Pas, ton père veut te parler. La nouvelle par laquelle elle commençait était l'état de Zlata, ce qui signifiait que l'état de Zlata était la chose qu'elle considérait la plus pertinente pour moi, ce qui signifiait qu'elle n'avait pas encore compris que j'avais complètement cessé de considérer cela comme pertinent. Je n'ai pas rappelé. Au 14e jour, j'ai ouvert l'application de ma banque et j'ai annulé le virement régulier vers la banque de mes parents pour leur prêt. 40 000 roubles par mois, 48 paiements, 1 920 000 roubles sur 4 ans envoyés discrètement et reçus en silence parce que tel était l'arrangement que nous avions tous accepté sans jamais en discuter. Ça m'a pris 3 clics, environ 40 secondes. J'ai posé mon téléphone face contre le bureau et je suis retourné au document d'acquisition que j'examinais une section sur les déclarations et garanties qu'Herman avait signalées pour une seconde lecture. J'y ai repensé encore une fois ce soir-là, brièvement, comme on pense à une chose qu'on a posée dans une autre pièce. Puis j'ai arrêté d'y penser. L'appel de Zlata a eu lieu le 21 jour. Elle a appelé à 18h47, ce qui était après le dîner, ce qui signifiait qu'elle avait réfléchi au moment d'appeler. Zlata réfléchit au moment où appeler. Elle a toujours eu un bon instinct pour le timing, quand demander, quand attendre, quand arriver quelque part où les choses sont déjà en cours afin que la partie difficile ait été gérée par quelqu'un d'autre. J'ai décroché à la 3e sonnerie. Sa voix était enjouée, de cette façon spécifique dont elle le devient lorsqu'elle veut quelque chose et qu'elle a décidé que l'enjouement était la bonne approche. « Salut Aglacha, tu vas bien ? Je pensais à toi. » J'ai dit que j'allais bien. Elle a dit que papa et maman étaient un peu tendus. Elle a dit qu'elle savait que les choses étaient devenues bizarres. Elle a dit que ce serait vraiment super si je venais dîner à la maison, juste pour détendre l'atmosphère. Son appel n'était pas 3 choses. Des excuses, une remise en question, la reconnaissance qu'il s'était passé quoi que ce soit. C'était une seule chose, une opération de recrutement. Elle avait besoin de moi à la maison de la même manière qu'un système a besoin de récupérer un composant manquant. Non pas parce que je lui manquais, ou pas seulement pour ça, mais parce que mon absence avait créé un problème qu'elle voulait résoudre, et qu'elle avait décidé que l'enjouement était l'outil le plus efficace pour le résoudre. Je ne pourrais pas venir, ai-je dit. Enfin, ça ne doit pas forcément être cette semaine. On pourrait faire ça un dimanche ou... Je ne pourrais pas venir, Zlata. Elle s'est eue un genre de silence différent de ce à quoi je m'attendais. Pas blessée, exactement, mais en train de recalibrer. Elle avait tenté l'approche et obtenu un résultat qu'elle n'avait pas modélisé. D'accord, a-t-elle dit. Elle a raccroché la première. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé par la fenêtre vers la cour. Un voisin à qui je n'avais jamais parlé était assis en bas sur un banc avec un livre de poche, et un pigeon marchait en rond près de la gouttière. Et la lumière du soir faisait ce qu'elle fait à Ekaterinbourg fin octobre devenir dorée pendant une vingtaine de minutes avant que la grisaille ne revienne. J'ai pensé, elle sait ce qu'elle a fait. C'était la chose que l'appel confirmait et la chose que je retournais dans ma tête depuis ce soir-là dans la cuisine. Zlata n'avait pas hurlé à propos de son crédit automobile par étourderie. Elle avait hurlé parce qu'elle avait calculé, dans les quelques secondes entre ma première phrase et sa réponse, que faire une crise était le chemin le plus rapide vers une résolution qui ne l'obligerait pas à absorber le moindre coup. Le calcul était faux. Mais le calcul avait été fait. Au 28 jours, mon père m'a envoyé un SMS. Appelle ta mère. 2 mots pour elle et une action pour lui, ce qui était à peu près le ratio qui s'était toujours appliqué à la communication dans la famille Vorontsov. Les inquiétudes d'Inessa prenaient la forme de phrases, ce Volod se chargeait de la livraison. Il était le véhicule. Le message n'était pas de lui. Je l'ai lu. Je suis retourné à la rédaction du document de portée des services de conseil pour le client de Kazan. L'équipe régionale de l'entreprise acquéreuse m'avait contacté pour un contrat de transition, ce qui était courant dans ce type de transaction, et j'avais passé 2 soirées à en définir les termes. Le travail était intéressant. Le tarif était meilleur que ce que Ural Invest me payait. Je n'ai pas répondu au message. Les 45 jours entre le bureau d'Herman et la date de clôture ont été les plus calmes dont je me souvienne depuis très longtemps. Pas vide, tout le contraire de vide, mais calme dans le sens spécifique d'une vie qui appartient entièrement à la personne qui la vit. Je me réveillais quand je le voulais. Je travaillais sur des choses qui étaient à moi. Je répondais aux emails d'Herman, de l'équipe d'acquisition et de la société de gestion avec qui j'avais signé pour la maison de Tourgoyac, qui avait déjà mis la maison en location et avait déjà ses 2 premiers week-ends réservés. Je ne répondais aux emails de personne à Verkhnaya Pichma, parce qu'il n'y avait aucun email de Verkhnaya Pichma, ils n'avaient pas encore compris que l'email était une option. Certaines personnes, quand elles perdent leurs moyens de pression, deviennent plus bruyantes. Ma famille est devenue silencieuse.
J'ai reconnu cet état parce que j'avais été silencieuse de cette même façon pendant 15 ans et je savais ce que cela signifiait qu'ils attendaient que je règle le problème. Et j'étais occupé à faire autre chose. Le message d'Herman est arrivé à 14h14 le 45 jours. J'étais dans le café de la rue Radistchev, celui d'où je travaillais presque tous les matins depuis que j'avais emménagé dans le studio. Bonne lumière, Wi-Fi fiable, un comptoir le long de la vitrine où l'on pouvait poser un ordinateur et faire face à la rue sans que personne ne vous dérange. J'avais un americano à moitié terminé et le document de conseil ouvert sur mon écran, et j'étais au milieu d'une phrase sur les délais d'implémentation quand mon téléphone a vibré. C'est fait. Confirmation du virement par mail. J'ai ouvert ma boîte mail. La confirmation était là, le code de la banque, le numéro de transaction, et un montant avec plus de chiffres que je n'en avais jamais vus associés à mon nom. Je l'ai lu 2 fois. Non pas parce que j'en doutais, le travail d'Herman ne laissait pas de place au doute, mais parce que certains nombres nécessitent un second regard avant de devenir réels. 260 000 de roubles nets après les frais. J'ai fermé l'email. J'ai regardé par la fenêtre. Une femme promenait un golden retriever qui s'arrêtait sans cesse pour renifler un parc-mètre. Un homme en imperméable détachait un vélo qui avait été accroché à un panneau depuis visiblement trop de jours. Le kiosque à café de l'autre côté de la rue avait une file de 4 personnes, ce qui était la moyenne pour un mardi après-midi d'octobre. J'ai fini mon americano. Puis j'ai ouvert un nouvel onglet et suis retourné sur les annonces d'appartements à Kazan que je regardais depuis 2 semaines. J'avais trouvé celui que je voulais au 38 jours, un 2 pièces dans un bon quartier de la ville, au 2e étage, avec un petit balcon donnant sur une cour verdoyante, du parquet partout, disponible le 1er décembre. Le loyer était de 140 000 roubles par mois, ce qui, pour une surface de 40% supérieure à celle de mon studio, relevait du genre d'arithmétique que je trouvais discrètement satisfaisante. Je n'avais pas encore soumis de candidature parce que j'attendais que le virement soit crédité. J'ai rempli la demande, jint mes documents financiers qui incluaient désormais un relevé de compte très récent et très significatif et je l'ai soumise à 14h37. L'approbation est revenue en 40 minutes. J'ai réservé le vol ce soir-là, Ekaterinbourg-Kazan, jour 92, aller simple. Au 48 jours, Demid m'a appelé. Il était tombé sur mon père au magasin de bricolage sur Ouspensky, celui près de la maison de Pikma où Vsevolod allait depuis 30 ans pour acheter des vis, du mastic et des pièces de rechange, avec cette détermination spécifique d'un homme qui croit que l'entretien des choses est une forme de contrôle. Demid a dit qu'il avait l'air mal en point, fatigué d'une manière qui différait de la fatigue ordinaire. Il avait mentionné, lorsque Demid lui avait demandé comment ça allait, qu'ils étaient en train de régler des histoires avec la banque. J'ai alors parlé à Demid des paiements tampons. Tous les 40 000 par mois, les 4 ans, la façon dont je les avais mis en place via un service tiers pour qu'ils apparaissent sur le relevé de la banque comme un paiement général plutôt que quelque chose permettant de remonter jusqu'à moi. Je lui ai dit que je les avais annulés le 14e jour. Il est resté silencieux un moment. 40 000 par mois, a-t-il dit. Pendant 4 ans. 48 paiements. Et il ne savait pas qu'il les recevait. Il ne savait pas d'où ça venait. Une autre pause. Je pouvais l'entendre réfléchir, de la façon dont j'entends toujours Demid réfléchir non pas à travers un son qu'il émet, mais par la qualité du silence, qui diffère de son silence lorsqu'il parle et de son silence lorsqu'il écoute. C'était le silence d'un homme faisant des mathématiques qui aboutissait à quelque chose de compliqué. Et maintenant, la banque envoie des relances, a-t-il dit. Apparemment. Et ils ne savent pas pourquoi le montant a changé. Ils savent que le montant a changé. Ils ne savent pas pourquoi. Il a laissé ça reposer une seconde. Et ça te va? J'ai réfléchi à la question. Elle méritait une vraie réponse. Oui, ai-je dit. Et je le pensais de la manière dont j'avais pris l'habitude de penser les choses non pas sans en payer le prix, mais sans aucun doute. Le oui, et le coup étaient tous les deux vrais et ne s'annulaient pas l'un l'autre. Aux 52 jours, Demid m'a envoyé une capture d'écran sans aucun message d'accompagnement. C'était une publication sur V-Contact, public, ce qui, je le soupçonne, était accidentel. Zlata avait identifié la banquée, dans le corps du texte, à côté d'une plainte détaillée sur les temps d'attente du service client, figurait ce qu'elle décrivait comme une anomalie dans les paiements que personne n'a pu expliquer. La publication avait 11 commentaires. 3 d'entre eux provenaient de personnes lui recommandant d'essayer d'appeler plus tôt le matin. 2 étaient de personnes partageant des expériences similaires avec la même institution. L'un était d'une femme nommée Pelageya qui avait écrit « Il nous est arrivé la même cause » avec 2 points d'exclamation. Je l'ai lu une fois. J'ai posé mon téléphone face contre le bureau. J'ai regardé le plafond du studio pendant environ 30 secondes, ce qui est le temps que j'accorde généralement à l'assimilation des choses qui sont à la fois prévisibles et toujours curieusement surprenantes. Ils avaient trouvé l'anomalie. Ils n'avaient pas encore trouvé la source. J'ai retourné mon téléphone et ouvert le portail de la société de gestion pour Tourgoyak. La maison était listée en location courte durée depuis 3 semaines. Les 2 week-ends à venir étaient réservés. Une famille de Tcheliabinsk avait laissé un message demandant une réservation de 4 nuits pour les vacances du Nouvel An. Je leur ai envoyé les tarifs et les disponibilités, ils ont confirmé dans l'heure.
Je n'ai pas répondu à la publication de Zlata sur V-Contact. J'avais un vol à prendre, au sens figuré, et elle n'était pas sur mon itinéraire. Aux 55 jours, j'ai envoyé un email à Herman pour confirmer que tout était terminé de mon côté. Sa réponse est arrivée le lendemain matin. Né de son côté aussi. Dépôt effectué. Archive en ordre. Sa facture réglée via le produit de la clôture comme convenu. 3 lignes. Pas de politesse au-delà d'un unique « bon voyage » à la fin, ce qui, venant d'Herman, équivalait à une ovation debout. Jour 58. Demid et moi marchions le long de la Plotinka. C'était une soirée assez froide pour nécessiter une veste, mais pas assez pour être désagréable. Le genre de soirée d'octobre qu'Ekaterinbourg réussit mieux que presque partout ailleurs, la lumière devenant ambrée à l'horizon, la rivière absorbant la couleur du ciel, les lampadaires du pont allumés dans la nuit. Nous avons marché du pont Makarovski vers Laval et sommes revenus, un itinéraire que nous avions emprunté peu, être 30 fois en 9 ans, dans diverses configurations de crise et de contentement. Il buvait un café, j'avais les mains dans les poches de mon manteau. Il m'a demandé si j'étais sûr pour Kazan. Les mathématiques sont bonnes, ai-je dit. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'y ai réfléchi pendant quelques pas. L'eau bougeait lentement, comme elle le fait lorsque le courant est plus fort en dessous qu'il n'y paraît à la surface. J'ai tout construit dans cette ville autour de l'idée de maintenir cette famille unie, ai-je dit. Je ne peux pas construire la suite au même endroit. Il n'a rien dit pendant un moment. Puis, c'est une bonne raison. C'est la seule dont j'ai besoin. Nous avons marché jusqu'au bout de la digue et avons fait demi-tour. Une mouette se tenait sur le parapet comme se tiennent les oiseaux, absolument immobile, comme si l'immobilité elle-même était une forme de patience plutôt qu'une absence de mouvement. Je l'ai observé un instant en passant. Demid m'a demandé si je reviendrais à Ekaterinbourg, pas si je rentrerais à la maison, il était trop précis pour cela, mais si je reviendrais en ville. J'ai dit que je ne savais pas. J'ai dit que Kazan était un bon marché et le travail intéressant, et que les cours là, bas étaient le genre de choses qu'on ne peut pas planifier mais qu'on est heureux de trouver. J'ai dit que la maison de Tourgoyac m'amènerait à revenir quelques fois par an pour les rendez-vous avec la société de gestion, au minimum. Il a dit que c'était déjà ça. J'ai dit que oui. Nous avons marché le reste du chemin dans le genre de silence qui n'a pas besoin d'être comblé, la rivière sombre sur notre gauche, la ville scintillante sur notre droite. Je pensais au fait que dans 34 jours, je serais quelque part où je n'avais jamais vécu, commençant quelque chose que je n'avais pas encore fini de construire, sans autre charge dans mon budget que les miennes. Les mathématiques étaient bonnes, et pour une fois, ce n'était pas la chose la plus importante que j'aurais pu en dire. Le SMS de Demid est arrivé à 11h04 un mardi matin, 89 jours après que mon père ait posé mon sac sur le porche. Ton père est là. Je l'ai appelé. Il a décroché à la première sonnerie. Comment ça, il est là? Debout sur mon perron. Il est là depuis environ 10 minutes. J'ai regardé ce qui se trouvait sur mon bureau. Le document de conseil à moitié terminé, un café qui refroidissait. Par la fenêtre du studio, la cour avec le banc, la gouttière et le pigeon qui avait apparemment décidé que ce carré précis de béton valait la peine d'être défendu. Est-ce qu'il va bien? Il a l'air de ne pas avoir dormi, ou d'avoir trop dormi. L'un ou l'autre. J'ai laissé cela infuser un moment. Vsevolod Vorontsov avait 62 ans, dormait dans la même maison depuis 31 ans, et de mémoire, ne s'était jamais pointé quelque part à l'improviste. Il planifiait. Il décidait. Il exécutait des décisions qu'il avait déjà prises. Il ne restait pas assis sur le perron de quelqu'un d'autre pendant 10 minutes pour voir ce qui se passerait. D'accord, ai-je dit. J'ai conduit jusqu'à l'immeuble de Demid. J'ai pris la rue Moskovskaya, ce qui a ajouté 4 minutes, mais c'était l'itinéraire que je connaissais par mémoire musculaire, et j'ai utilisé ces 4 minutes pour réfléchir à ce que je voulais dire et à ce que je ne voulais pas dire, le même processus que je lance avant toute réunion d'importance. Mon père était assis sur les marches quand je me suis garé. Il s'est levé quand il a vu ma voiture, de la façon dont les hommes de sa génération se lèvent quand une femme arrive, automatique, intégrée avant qu'il ne soit en âge de l'examiner. Il portait une veste de travail et l'expression d'un homme qui était réveillé depuis bien avant l'heure à laquelle il aurait dû l'être. Je me suis garé. Je suis sorti. Je n'ai pas marché vers lui immédiatement. Il a dit, je ne savais pas où aller d'autre. Je l'ai regardé un instant. Son visage était plus émacié que dans mes souvenirs, ou peut être que la lumière était différente, ou peut être que je l'avais regardé pendant 34 ans et que ce n'était que maintenant que je voyais clairement ce qui avait toujours été là. Viens, ai-je dit. J'ai marché vers l'entrée. Demid nous a laissé entrer et nous a laissé le salon sans qu'on le lui demande, fermant la porte de sa chambre avec l'efficacité silencieuse de quelqu'un qui comprenait exactement quel type d'espace était nécessaire et avait décidé de le fournir sans faire tout un plat de son geste. Il y avait un verre d'eau sur la table basse. Je ne lui avais pas demandé de le mettre là. Il l'avait simplement fait. Mon père s'est assis dans le fauteuil de Demid, celui avec l'accoudoir recollé, et je me suis assis sur le canapé, et j'ai attendu. Vsevolod Vorontsov était venu ici, et Vsevolod Vorontsov allait devoir commencer. Il a d'abord tourné autour du pot, c'est ce qu'il fait quand il a tort. Il approche par l'extérieur, s'approche du centre de la chose de biais, testant le terrain.
Il a parlé de la banque, des appels qu'Inessa avait passés, de l'historique de paiement qu'ils avaient demandé et qui montrait un écart remontant à 4 ans que personne à la banque ne pouvait expliquer de manière adéquate. Il a parlé du crédit auto de Zlata, qu'il couvrait depuis 2 mois maintenant 60 000 roubles par mois, ce qu'il a dit sans inflexion mais qui a atterri dans la pièce exactement comme il le voulait. Il a parlé pendant un moment. Je l'ai laissé faire. Quand il s'est arrêté, le silence dans la pièce était de ceux qui pèsent lourd. Je ne savais pas pour l'entreprise, a-t-il dit. Je sais que tu ne savais pas, ai-je dit. C'est bien ça le problème. Il m'a regardé. Il avait les mains à plat sur les genoux, la même position qu'il avait à la table de la cuisine 89 jours auparavant, mais différente maintenant, vidé de l'autorité qui en faisait alors une position de pouvoir. Maintenant, c'était juste un homme qui posait ses mains quelque part pour qu'elles ne le trahissent pas. Depuis combien de temps, a-t-il demandé. 4 ans. Et la maison à Tourgoyac? 3 ans. Nous y avons séjourné. Nous y étions. Oui. Quelque chose a traversé son visage pour lequel je n'avais pas de mots précis. Pas de la honte exactement, quelque chose de contigu, quelque chose qui couvait sous la honte depuis longtemps et qui ne faisait surface que maintenant parce qu'il n'y avait plus de place pour se cacher. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? A-t-il dit. J'avais réfléchi à la façon de répondre à cela, pas dans la voiture, pas pendant ces 89 jours, mais depuis plus longtemps. La façon dont on réfléchit aux réponses à des questions qui n'ont pas encore été posées, parce qu'on les a attendues assez longtemps pour savoir qu'elles viendraient. Parce qu'à la seconde où je vous aurais dit que j'avais des ressources, ai-je répondu, vous m'auriez rendu responsable de leur allocation. De la même manière que vous m'avez rendu responsable des paiements tampons que j'ai mis en place il y a 4 ans sans vous le dire. De la même manière que vous m'avez rendu responsable du crédit auto de Zlata avant même que je n'ai fini de vous dire que j'avais perdu mon emploi. Il n'a pas répondu. Il a regardé le verre d'eau sur la table. 3 choses se sont produites le soir où tu as fait mon sac, ai-je dit. J'allais vous annoncer l'accord d'acquisition au dîner. J'avais inclus une clause dans la structure de l'accord pour rembourser votre prêt immobilier et la voiture de Zlata. Et j'ai appelé mon avocat le lendemain matin et je l'ai retiré. Le silence qui a suivi a été le plus long dans la pièce jusqu'à présent. Il avait une qualité différente des autres, pas vide, mais plein, comme une pièce est pleine après que quelque chose soit tombé et se soit brisé, et que le son vienne juste de finir de résonner. Tu allais. A-t-il commencé? Oui. Et nous avons. Oui. Il a enfoui son visage dans ses mains. Il n'a pas pleuré. Vsevolod Vorontsov, d'après mon expérience, ne pleure pas. Il compresse. Il absorbe. Il porte les choses intérieurement, à la manière des hommes à qui l'on a appris que montrer ses émotions était une faille de caractère. Il est juste resté là avec son visage dans ses mains pendant un moment, ce qui était la chose la plus proche de l'effondrement que je lui ai jamais vue. Puis il a relevé la tête. Je t'ai fait ça toute ta vie, n'est-ce pas, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Il a dit ça comme on dit quelque chose qu'on sait depuis longtemps et dont on espérait, sans aucun fondement réel, qu'on s'était trompé. Depuis que j'ai 15 ans, papa. Il a fermé les yeux brièvement. Les 20 000, a-t-il dit. Tu savais. Oui. Et tu n'as jamais rien dit. Non. Je lui ai accordé le silence dans lequel il méritait de s'asseoir. Pas cruel, j'en avais fini avec la cruauté au moment où je suis arrivé dans cette pièce, si tant est que j'ai jamais commencé, mais honnête. Le silence disait, voici ce que tu as fait, et nous allons tous les deux le reconnaître, et la reconnaissance n'est pas la même chose que le pardon et ne prétend pas l'être. Après un moment, je lui ai parlé de Kazan. Je lui ai dit que mon vol était dans 3 jours, que l'appartement était prêt et que le travail était intéressant. Je lui ai dit que la maison de Tourgoyac était sous contrat de gestion et le resterait. Je lui ai dit que la banque proposait un programme de restructuration pour les emprunteurs en difficulté dans sa situation, et que la personne à demander s'appelait Bogatirev, à la ligne d'assistance aux clients, ce que je savais pour l'avoir cherché 2 semaines plus tôt, un soir où je n'étais pas encore sûr de lui dire ou non. Je lui ai dit d'appeler avant 10 heures du matin, heure locale, parce que les temps d'attente étaient plus courts avant que Moscou ne se réveille. Il a écouté tout cela. Quand je me suis levé, il s'est levé le même réflexe automatique, profondément ancré. Il avait l'air de vouloir dire quelque chose pour lequel il ne trouvait pas les bons mots, ce qui, d'après mon expérience, est la description la plus précise de Vsevolod Vorontsov dans les moments qui ont le plus compté. Prends soin de toi, papa, ai-je dit. Je me suis dirigé vers la porte. Dans le couloir, Demid était adossé au mur, les bras croisés, sa tasse de café à la main sans écouter aux portes, juste présent, comme il était toujours juste présent quand cela comptait. Il m'a tendu mon gobelet de café, que j'avais laissé sur son comptoir en arrivant. Je l'ai pris. Je suis sorti. L'aéroport de Kolsovo au petit matin possède une atmosphère particulière que je n'ai jamais pu retrouver dans aucun autre aéroport. Quelque chose à propos de la lumière, les grandes fenêtres du terminal principal laissent entrer une aube gris-blanc de l'Oural qui est plus douce que les néons et plus chaude qu'un ciel couvert et l'immensité du hall des départs fait que même un bâtiment bondé ressemble moins à une machine qu'à un endroit où des gens existent vraiment. J'ai pris l'avion depuis cet aéroport 31 fois au cours de ma vie professionnelle. Je le sais parce que j'ai gardé les reçus. J'étais au contrôle de sécurité à Sige 48 un mercredi matin de novembre,
avec une sacoche d'ordinateur, un bagage à main et un grand café pris au kiosque près des portes d'embarquement, un mélange éthiopien, noir, qu'il prépare très bien, et qui est l'une des choses qui me manquera d'Ekaterinbourg d'une manière spécifique et simple, qui ne nécessite aucune analyse supplémentaire. La file avançait. J'avançais avec elle. De l'autre côté de la sécurité, j'ai trouvé la librairie, Piotrowski, et j'y suis resté 6 minutes, à regarder les livres de poche sur la table des nouveautés. Je n'ai rien acheté. Je n'étais pas sur le marché pour l'histoire que quelqu'un d'autre avait écrite. J'avais un document de conseil sur mon ordinateur que je voulais finir avant l'atterrissage, et un deuxième document, un plan d'action pour les 90 premiers jours avec l'équipe de Kazan que j'avais commencé et abandonné 2 fois, et que j'étais maintenant prête à recommencer correctement. J'ai trouvé une place près de la fenêtre. Le tarmac était encore à moitié plongé dans l'obscurité, le personnel au sol dans leur gilet orange s'affairait autour d'un avion qu'on préparait pour un départ plus matinal. Un chariot est passé avec des conteneurs à bagages empilés. Un homme en gilet réfléchissant s'est tenu près de l'aile, a regardé quelque chose en l'air, a décidé que c'était bon et s'est éloigné. Mon téléphone a vibré. Demid, bon vol. Je l'ai regardé un moment. 9 ans d'amitié. 37 repas partagés que je pouvais nommer un par un. Un canapé. 2 crises professionnelles de son côté et 3 du mien. Et en voici la quintessence, 2 mots à 6h53 du matin, ce qui était plus que suffisant. J'ai tapé en réponse. Je n'arrêtais pas d'absorber les pertes pour qu'il n'ait pas à le faire. J'ai fini de fonctionner à perte. 3 secondes ont passé. Vol. J'ai posé le téléphone face contre le siège à côté de moi et j'ai ouvert mon ordinateur. Le document de conseil comptait 14 pages et j'en étais à la page 9, qui était la section sur les délais d'implémentation, la partie où se trouvait le vrai travail. La partie qui exigeait non seulement de connaître les chiffres, mais de comprendre ce que les chiffres essayaient de dire sur l'organisation qui se cachait derrière eux. J'avais été analyste financière pendant 8 ans, ce qui signifiait que j'avais passé 8 ans à apprendre que les chiffres ne parlent jamais vraiment des chiffres. Ils parlent des décisions qui les ont produits, et des personnes qui ont pris ces décisions, et de ce dont ces personnes avaient peur au moment de le faire. J'ai lu ce que j'avais écrit à la page 9. J'ai supprimé un paragraphe qui n'avait pas sa place et j'en ai écrit un meilleur. Je suis passé à la page 10. À cette fin et mon esprit est brièvement retourné à Verkniaïa Pichma, pas à la maison elle-même, pas à la table de la cuisine, ou à la lumière du Porsche qui était allumée quand je suis parti, mais au fait général de son existence, de la façon dont on pense à un endroit où l'on avait l'habitude de se repérer. Je me suis dit, que se passe-t-il là, bas en ce moment même? Je me suis dit, il est 7h21, donc Inessa est probablement dans la cuisine, et Vsevolod est probablement debout depuis 6 heures, et Zlata dort probablement encore, parce que Zlata a toujours dormi jusqu'à ce que la situation exige qu'elle soit éveillée. J'ai gardé cette pensée un moment. Je l'ai examinée comme j'examine toutes les choses dont je suis incertaine en cherchant de quoi elle était réellement faite sous la surface. Et voici ce que j'ai trouvé, je ne savais pas. Je ne savais pas ce qui se passait dans cette maison à cet instant précis. Je ne savais pas si l'appel à la banque avait été passé, ou si Bogatirev avait répondu, ou si la conversation sur la restructuration s'était déroulée de la façon dont ces conversations peuvent se dérouler quand on les aborde correctement. Je ne savais pas si Zlata continuait à publier sur les banques sur Vcontact, ou si elle était passée à une autre frustration. J'ai découvert que j'étais d'accord avec le fait de ne pas savoir. C'était nouveau ou plutôt non, cela s'était accumulé sur 92 jours. S'accumulant de la façon dont les intérêts s'accumulent, silencieusement et sans annonce, jusqu'à ce que l'on vérifie le solde un matin et qu'il soit différent de ce qu'il était. Certains silences sont des vides dans lesquels on tombe. Certains silences sont juste de l'espace pour construire quelque chose qui n'a pas à couvrir les frais généraux de quelqu'un d'autre. J'avais rempli l'espace des autres avec ma propre substance pendant 15 ans. Je suis retourné à la page 10. La zone d'embarquement s'est remplie progressivement comme c'est toujours le cas, les familles d'abord, puis les voyageurs d'affaires qui avaient calculé leur arrivée avec précision, puis les gens qui s'étaient trompés de porte et s'en étaient rendus compte avec une marge suffisante pour s'en sortir. Une petite fille de l'autre côté de l'allée mangeait un muffin avec l'absorption totale que les enfants apportent à la nourriture, le muffin requérant toute son attention professionnelle. Un homme en costume gris était au téléphone, la voix basse et prudente, la voix de quelqu'un délivrant une information que l'autre personne au bout du fil n'allait pas apprécier. Ils ont appelé à l'embarquement à 7h49. J'ai fermé mon ordinateur. Je me suis tenu dans la file avec mon bagage cabine et je n'ai pensé à rien en particulier, ni à Kazan, ni à Ekaterinbourg, ni aux documents de conseil ou au plan d'action, ou à la maison de Tourgoyak qui accueillerait une famille de Tcheliabinsk pendant les fêtes pendant que je serais en train d'installer une nouvelle cuisine dans une ville que j'avais visitée 2 fois mais où je n'avais pas encore vécu. J'ai pensé au café éthiopien et à la question de savoir si le café à l'angle près de mon nouvel appartement que Demid avait trouvé sur Yandex Maps et m'avait envoyé par SMS sans commentaire serait aussi bon. J'ai montré ma carte d'embarquement. J'ai marché le long de la passerelle. La passerelle sentait l'air recyclé et la faible chaleur industrielle des systèmes de l'avion faisant ce que font les systèmes d'avion, c'est, à dire fonctionner en continu et de manière fiable, sans exiger que quiconque y pense.
J'ai toujours trouvé cette qualité chez les machines discrètement admirable. J'ai trouvé mon siège Hublot, que j'avais choisi non par sentimentalisme, mais parce que je travaille mieux avec la lumière naturelle sur le côté gauche de l'écran. J'ai mis mon sac d'ordinateur sous le siège devant moi et mon bagage dans le compartiment supérieur, je me suis assise et j'ai regardé le tarmac, où le personnel au sol terminait le dernier de ses travaux avec l'efficacité concentrée de personnes qui font les mêmes choses correctement tous les jours et tirent une satisfaction professionnelle à bien les faire. Les portes se sont fermées. L'avion a été repoussé. Ekaterinbourg a défilé par le hublot et a disparu, remplacé par la voie de circulation puis par la piste, puis par cette suspension particulière du moment avant qu'un avion ne s'engage dans la vitesse. Je n'ai pas collé mon visage à la vitre. Je n'ai pas cherché à voir quoi que ce soit au loin. Y avait-il quelque chose à voir que je n'avais pas déjà vu? Nous avons décollé. Les nuages sont arrivés vite, une épaisse couverture nuageuse de novembre, le genre qui se referme derrière vous comme un rideau, et Ekaterinbourg a disparu en moins d'une minute. En dessous de moi, quelque part, se trouvaient lycée et les monts Oral, et une maison à Verkhnaya Pichma et un café rue Radishev, et une mouette sur un parapet qui y était probablement encore, se tenant dans l'immobilité précise d'une chose qui a décidé où elle allait être et qui s'y trouvait pleinement. J'ai ouvert mon ordinateur. La page 10 était toujours à l'écran, le curseur clignotant à la fin de la dernière phrase que j'avais écrite, attendant avec la patience de quelque chose qui n'avait pas d'opinion sur le temps que cela prendrait. J'ai commencé à taper. J'avais passé 15 ans à être le filet de sécurité de quelqu'un d'autre. Il s'avère qu'un filet de sécurité tendu trop longtemps devient une cage. J'ai coupé la corde quelque part au-dessus de l'Oural, à 10 000 mètres d'altitude, au milieu d'une phrase sur les délais d'implémentation, sans cérémonie et sans regarder vers le bas. En dessous de moi, quelque part dans les nuages, tout ce que j'avais laissé ressemblait exactement à ce que c'était, quelque chose que j'avais déjà payé. Si vous avez déjà été la personne qui réparait tout en silence, qui comblait les vides, qui assumait les coups en se disant que c'était ça l'amour, cette histoire est pour vous. Non pas parce que vous devriez cesser de vous soucier des autres, mais parce qu'il y a une différence entre donner de son plein gré et le fait qu'on s'appuie sur vous si souvent que personne ne prend même la peine de vous demander si vous allez bien. Aglaya n'a pas cessé d'aimer sa famille, elle a simplement cessé de subvenir aux besoins de cette version d'eux-mêmes, ces personnes qui n'avaient jamais appris à fonctionner sans son soutien. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la lucidité. Et la lucidité, lorsque vous finissez par l'atteindre, ne ressemble pas à de la colère. Elle ressemble au fait de poser par terre quelque chose de très lourd après l'avoir porté si longtemps que vous aviez oublié à quel point vos bras étaient fatigués. Alors, posez-vous honnêtement la question, qui dans votre vie a cessé de vous demander comment vous alliez parce qu'ils partent toujours du principe que vous allez bien? Et qu'est-ce qui changerait si vous vous autorisiez à avoir besoin de recevoir en retour? Dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais vous entendre.